Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Alors aujourd'hui, donc je vais vous emmener évidemment dans l'univers de la pierre de lune, mais juste avant, comme la dernière fois, je vous propose toujours un petit morceau de théorie sur la lithothérapie et puis aujourd'hui, on va explorer les principes fondamentaux qui confèrent à chaque pierre ses propriétés thérapeutiques, en clair, l'origine du pouvoir des pierres. Voilà. Et puis donc ensuite, on va bien sûr regarder d'un petit peu plus près ce qu'est notre pierre de lune, on va regarder son identité, les mythes, les lieux emblématiques à travers le monde, et puis aussi, évidemment, ses qualités, ses usages en lithothérapie. Voilà. Donc, Alina, je te propose et je propose à tous les auditeurs de s'installer bien confortablement et puis de vous laisser guider par la lueur douce de la pierre de lune. Waouh, c'est parti pour ces C'est étoiles. Beau, hein. Yeah. Voilà. Ouais. Bon, mais d'abord, on va plonger dans quelques fondements théoriques. Alors, en lithothérapie, on considère que les effets d'une pierre découlent directement de ses caractéristiques physiques. En fait, ces qualités, elles vont être déterminées par son mode de formation géologique, par ce qu'on appelle aussi son système cristallin, mais aussi sa composition chimique, sa couleur évidemment, et également sa forme. Et c'est en fait tous ces aspects qui vont contribuer à forger la personnalité énergétique unique d'une pierre. Alors, pour commencer par le mode de formation géologique, vous savez que les minéraux vont naître dans des conditions géologiques variées. Soit c'est le magma qui refroidit, soit des dépôts sédimentaires, soit elles sont issues de métamorphoses sous pression. Et c'est ces conditions qui vont laisser une empreinte sur l'énergie de la pierre. Donc, par exemple, une pierre qui va être formée justement dans le feu volcanique serait porteuse d'une énergie dynamique et transformatrice, alors qu'une pierre métamorphique, donc qui est née de la pression et de la chaleur dans la croûte terrestre, va apporter une force d'adaptation et de résilience. Et c'était le cas d'ailleurs du lapis-lazuli. Donc on va distinguer trois grands types de formations. C'est ce qu'on appelle les pierres ignées, les pierres sédimentaires et les pierres métamorphiques. Et puis chacune, justement, va contribuer différemment aux vertus du minéral selon la lithothérapie. Le deuxième critère, c'est la structure cristalline. Alors, c'est la manière dont les atomes de chaque minéral vont s'agencer. Donc là, on va parler de système cristallin cubique, hexagonal, triclinique, amorphe. C'est un petit peu technique, mais en gros, il faut retenir que donc c'est la structure interne donc des atomes de la pierre qui va justement traduire une vibration spécifique et qui va donc influencer le mode d'action de la pierre. Par exemple, une pierre qui aurait une structure cristalline cubique, par exemple, comme le sel ou la pyrite, va émettre une énergie d'ordre et de stabilité qui va être vraiment très bonne pour pouvoir structurer ses pensées. Alors qu'une pierre en fait de structure monoclinique, donc plus asymétrique, comme la pierre de lune justement, ça va plutôt inviter à la réceptivité et à l'introspection. Donc en clair, le système cristallin, ça va vraiment déterminer le style d'énergie de la gemme de la pierre. Ensuite, le troisième critère, c'est la classe minérale, c'est la composition chimique. Donc, c'est l'identité chimique de la pierre, donc les éléments qui vont la composer, qui jouent un rôle clé. Par exemple, une pierre qui renfermerait en fait du cuivre, comme c'est le cas pour la malachite ou pour la turquoise, va stimuler l'énergie vitale, la créativité, va combattre la fatigue, alors qu'une pierre, par exemple, qui serait composée de lithium, comme la lépidolite, aura des effets calmants sur l'humeur et l'anxiété, puisque vous savez que le lithium est utilisé en médecine pour stabiliser l'humeur. Ou encore une pierre qui contiendrait du fer, comme par exemple l'hématite, c'est une pierre qui va être associée à la force, notamment corporelle, à la protection, la confiance en soi. Et la pierre de lune, quant à elle, elle contient de l'aluminium
et du potassium, ce qui va faire que c'est une pierre qui va être parfaite pour tout ce qui est détente, sommeil, pour un effet apaisant. Voilà. Et puis, l'élément qui va parler le plus facilement à tout un chacun, c'est évidemment la couleur. Et en lithothérapie, souvent, on va rapporter la couleur à la théorie des chakras et donc aux qualités psychologiques qui en découlent. Donc, chaque couleur de pierre va émettre une fréquence vibratoire particulière, puisque vous savez qu'une couleur, c'est une vibration. Donc, par exemple, une pierre rouge ou orangée, comme par exemple le grenat ou la cornaline, vont être parfaites pour tout ce qui est stimulation de la vitalité, pour l'ancrage, puisque raccrochées au chakra racine est sacré, alors que les pierres jaunes comme la citrine ou comme l'ambre vont favoriser la joie, la confiance, donc là c'est le chakra du plexus solaire. Les pierres vertes ou roses comme l'émeraude ou le quartz rose vont être raccrochés donc au chakra du cœur. Les pierres bleues comme l'aigle marine ou comme le lapis lazuli qu'on a vu la dernière fois, eh bien, on avait évoqué que c'était très très favorable pour tout ce qui est communication. Donc là, on est dans le chakra de la gorge. Les pierres indigo-violettes comme la sodalite ou l'améthyste, c'est évidemment le chakra du troisième œil et coronal, et c'est donc vraiment tout indiqué pour éveiller l'intuition et la spiritualité. Et enfin, dernier critère, c'est la forme, c'est-à-dire que c'est l'aspect physique sous lequel la pierre va se présenter. Une pierre brute naturelle, une géode, une pointe cristalline ou un galet roulé vont diffuser évidemment des énergies de manière complètement différente. Par exemple, un cristal qui est taillé en pointe va concentrer et diriger l'énergie vers l'extérieur, alors qu'une pierre roulée va émettre une énergie beaucoup plus douce et uniforme dans toutes les directions. Voilà. Sans compter qu'en plus, si vous choisissez votre pierre taillée sous une forme symbolique, par exemple si vous choisissez un quartz rose taillé en cœur, vous allez doubler encore le pouvoir de la pierre au niveau de tout ce qui est justement amour, douceur, etc. Voilà. Donc, en conclusion, la formation, le mode de formation géologique, la structure cristalline, la composition chimique, la couleur et la forme d'une pierre vont travailler ensemble pour conférer à la pierre vraiment sa signature énergétique et vont expliquer donc pourquoi chaque pierre a des propriétés thérapeutiques qui lui sont propres. Voilà, Lina, est-ce que j'ai été claire déjà dans ce chapitre Oui, pour être claire, tu as été claire, mais en plus, surtout, tu m'as appris des trucs de ouf. Je ne savais pas par rapport à la forme de la pierre, quand elle était galet roulée ou quand elle était en roche, tu vois, au niveau des pics et tout. Non, c'est très... Mais oui, c'est pour ça que quand on va dans un marché ou dans une boutique qui vend des pierres, c'est vrai il y a la pierre en elle-même, mais on est aussi toujours aussi attiré en fonction de la forme et selon que ce soit une pyramide ou une sphère, etc. C'est vrai que ça va, selon l'usage en fait qu'on en attend, ça peut aussi avoir du coup un impact, donc ça peut renforcer. Donc c'est vrai que si par exemple on veut protéger sa maison, si tu prends une sphère par exemple en tourmaline, c'est quelque chose qui va rayonner, alors en plus en fonction après de son diamètre, c'est quelque chose qui va rayonner, qui va être en capacité de protéger vraiment de manière circulaire dans tous les sens ton habitation. Donc c'est aussi intéressant, puis moi alors, comme je vous le disais la dernière fois, je suis pas du tout une pro de la lithothérapie, donc j'essaye de me documenter de manière sérieuse et de vous restituer tout ça de manière la plus claire possible, parce que c'est un peu technique quand même. Moi j'ai le bouquin de Michael Ginger là, qui était un des papes de la lithothérapie, qui avait une approche très très scientifique, et notamment son bouquin sur l'encyclopédie des pierres thérapeutiques, dont je me suis inspirée pour vous expliquer là un petit peu tout l'aspect théorique, c'est très technique en fait, c'est très scientifique, donc
Donc, ouais, du coup, j'ai appris aussi plein de choses. Mais je trouvais ça vraiment intéressant de mettre en perspective parce que souvent on dit, on a comme c'est devenu un sujet quand même assez à la mode, hein, la lithothérapie, on sait que, tiens, le quartz rose, ça c'est bon pour l'apaisement, etc. On sait que telle pierre, ça va être bon pour ci, pour ça, mais finalement, d'où ça vient? Là, on a l'explication, c'est en fait cette grille de critères finalement qui va expliquer pourquoi telle ou telle pierre va avoir telle ou telle vertu. Alors, j'ai Abyss qui rebondit sur le chat, on lui fait plein de bisous. Elle dit d'où forme pointue des pendules pour canaliser vers l'extérieur. Bah ouais, Abyss, en fait. Mais oui, il y a une logique. Tout à fait. Mais oui. Et Lunaya rebondit en disant que c'est le bouquin que tu as cité. Elle dit que c'est le meilleur bouquin en lithothérapie. Ouais, c'est vraiment. Je connaissais pas. Oui, c'est un gros bébé, hein, c'est un gros morceau. Et c'est vrai qu'il est, et puis il est il est vraiment hyper intéressant parce qu'en fait, en première partie de bouquin, c'est vraiment toute la théorie en fait En fait, il traite pas que de la lithothérapie, on parle aussi de géologie, on parle de gémologie, enfin. Et puis après, on rentre en fait, après c'est une encyclopédie, donc c'est comme un dictionnaire. On va retrouver en fait pour chaque pierre toutes ses caractéristiques techniques, chimiques et aussi ses vertus en lithothérapie. Donc c'est vrai il y a beaucoup de livres en fait sur les pierres évidemment, mais celui-ci, il a la qualité en fait d'être, je trouve, très carré, voilà. Puis moi j'aime bien ça en fait, j'aime toujours en fait cette dimension-là. Autant je veux dire j'adore tout ce qui est ésotérique, autant j'apprécie vraiment voilà le travail rigoureux et scientifique de certains auteurs, dont justement, je vous le dis à l'allemande, donc Michael Ginger, voilà. Mais sinon ça s'écrit Michael pour les Français de l'intérieur, J-N-G, donc G-I-E-N-G-E-R, voilà. Ah bah, tu ne faudras pas hésiter à laisser le lien si tu veux sur le chat après la chronique. Yes, okay. Écoute, avec plaisir. Alors, on va maintenant s'intéresser de plus près à notre pierre de lune, Alina. Donc déjà, j'aime bien, vous le savez toujours vous dire, mais d'où vient ce nom? Le nom de la pierre de lune vient du sanskrit Chandra, qui signifie lune. Et puis en français, pierre de lune, eh bien, on le connaît, on l'utilise depuis pas mal de siècles pour désigner des minéraux qui sont pâles. Voilà, évidemment. Et scientifiquement, cette pierre, elle a été étudiée et décrite en détail au début du 19e siècle par le minéralogiste français Jean-Claude de la Métairie. Voilà. Et puis, un petit fait amusant, depuis l'an 2000, l'État de Floride a désigné la pierre de lune comme sa pierre officielle en hommage aux missions Apollo qui ont décollé de Cap Canaveral pour atteindre la lune bien réelle. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil symbolique. La pierre de lune, on ne la trouve pas du tout en Floride, enfin en tous les cas en termes de gisement, mais c'est le clin d'œil par rapport à la conquête spatiale. Et puis alors au niveau de sa famille minérale, eh bien la pierre de lune fait partie de la famille des feldspaths. Voilà, donc c'est le groupe des silicates alumino-potassiques. Et donc au niveau de sa composition chimique, eh bien, c'est un mélange de deux minéraux feldspath, à savoir l'orthose et l'albite. Et c'est en fait au moment où la pierre se forme, c'est ces deux composants qui vont se séparer en fines couches alternées. Et c'est ce phénomène qui va provoquer en fait cet effet optique unique de la pierre de lune, cet effet irisé qu'on appelle l'adularescence. Voilà, cette lueur interne bleutée ou blanchâtre qui semble flotter sous la surface de la pierre. Donc, comme je vous le disais précédemment, au niveau de son système cristallin, puisque maintenant vous maîtrisez parfaitement toutes ces notions, eh bien, la pierre de lune, c'est une pierre monoclinique. C'est-à-dire qu'elle a une structure asymétrique et donc comme d'autres pierres réputées comme d'autres pierres réputées comme la malachite ou l'azurite, eh bien ces pierres-là vont être réputées pour leurs effets intuitifs. Voilà. Et puis, bien sûr, au niveau de sa couleur et de son apparence, la pierre de lune, elle est généralement translucide à semi-transparente. Elle a une couleur de base qui va de l'incolore au blanc laiteux, légèrement gris perlé, ou jaune pâle, ou pêche rosée, parce que c'est vrai que souvent,
on l'associe plutôt à du blanc avec des reflets bleus éventuellement pour la pierre de lune dite arc-en-ciel, mais il y a également des pierres de lune qui sont très proches du brun. Voilà. Et puis, donc, la pierre de lune, elle est célèbre pour, comme je vous le disais précédemment, pour son adularescence, donc cette lueur qui se déplace sur la surface de la pierre. Et quand elle a vraiment des éclats blancs bleutés, on parle même plutôt de labradorescence. Donc là, ça fait référence aussi au reflet de la labradorite, notamment la pierre de lune dite arc-en-ciel, qui est une qualité de pierre de lune qui est assez exceptionnelle et dont on va pouvoir observer justement un effet optique, un jeu de couleurs semblable à celui d'un arc-en-ciel. Au niveau de sa dureté, je vous avais expliqué la dernière fois le principe de l'échelle de Mohs, donc M-O-H-S. Donc elle a une dureté assez semblable au lapis lazuli, puisqu'elle a une dureté de 6 à 6,5. Donc c'est assez dur pour une pierre, c'est un peu plus évidemment que la moitié, puisque c'est une échelle qui va jusqu'à 10. Par contre, elle est quand même assez fragile, elle peut se rayer, elle peut s'ébrécher. Elle craint les chocs, voilà, donc il faut faire un petit peu attention, mais de toute façon j'ai prévu de vous parler un petit peu plus loin de son mode d'entretien. Et au niveau des gisements où on va pouvoir extraire cette pierre, eh bien les plus belles pierres de lune, on va les trouver plutôt en Asie du Sud, notamment au Sri Lanka. Mais également en Inde, dans les États du Sud. Également, il y a des gisements à Madagascar, en Tanzanie, en Birmanie, au Brésil, aux États-Unis et même en Australie. Et puis d'ailleurs, on en a également en Europe, où on en avait, parce que c'est des gisements qui sont quasiment épuisés. Donc il y en avait à l'époque en Suisse, dans le massif du Gothard, et puis également dans les Alpes autrichiennes, et puis également en Arménie, où près d'un lac qui s'appelle le lac Sévan, on produisait des pierres de lune qui étaient réputées. Voilà. Mais c'est surtout vraiment le Sri Lanka et l'Inde. Mais j'ai justement prévu de vous en parler, puisqu'on va maintenant attaquer notre voyage dans les lieux qui sont incarnés par la pierre de lune. Mais avant cela, une petite page aussi historique, puisque la pierre de lune, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, eh bien, c'est une gemme qui a suscité vénération, légendes et usages rituels à travers le monde, et en particulier dans l'Antiquité gréco-romaine. La pierre de lune, elle était déjà très prisée. En fait, les Romains pensaient qu'elle était formée par les rayons de la lune solidifiée, et croyait même y voir l'image de Diane, déesse de la lune, quand on l'examinait donc sous certaines lumières. Et donc c'est vraiment, la pierre de lune, c'était vraiment la pierre des déesses lunaires, donc c'est pour ça qu'on l'associe à Diane, à Artémis, et puis plus tard, on l'a associée donc à Sélénée ou Hécate dans la mythologie grecque. Et les Grecs avaient même forgé le nom poétique d'Aphrosélénée, donc qui mêle Aphrodite, donc déesse de l'amour, et Sélénée, déesse de la lune, pour désigner cette pierre. Parce qu'on prêtait déjà à l'époque à la pierre le pouvoir d'attiser l'amour et la passion. D'ailleurs, il y a une légende qui dit que deux personnes qui portaient toutes deux une pierre de lune et qui se rencontreraient une nuit de pleine lune s'éprendraient d'un amour fou l'une de l'autre. Bon, il faut vraiment déjà y aller, se dire, voilà, on peut imaginer une forêt remplie de gens qui errent avec une pierre de lune autour du cou, sous la pleine lune, et qui se rencontrent. Enfin bon, voilà. Et puis donc la pierre de lune, elle était aussi, outre le côté love, elle était aussi connue pour être la pierre des voyageurs. Donc les gens en fait la portaient en amulette lorsqu'ils voyageaient de nuit ou sur mer, pour justement bénéficier de sa protection. Il y avait même aussi certaines pratiques divinatoires qui consistaient à mettre une pierre de lune dans sa bouche pendant la pleine lune pour recevoir des visions ou développer la clairvoyance et obtenir les faveurs de la déesse lunaire. Donc ces croyances montrent à quel point la pierre était liée à la lune, à l'eau et au pouvoir féminin sacré dans l'imaginaire antique. Alors après cette petite page antique, justement, je vous propose de partir en voyage donc pour la première destination,
On va partir en Inde. Et oui, c'est là où je vous disais qu'on y trouvait les principaux gisements. Alors en Inde, c'est vraiment là que la pierre de lune va revêtir son caractère le plus sacré. Depuis des millénaires, on la considère comme la pierre des dieux de la lune. D'ailleurs, il y a une tradition hindoue très ancienne qui dit que justement, la pierre de lune était placée sur le front du dieu lunaire qui s'appelle donc Chandra, le dieu lune. Et puis la pierre de lune, d'ailleurs, en hindi, se dit Chandrakant, donc littéralement, ça signifie aimer de la lune. Et d'ailleurs, les marchands indiens ne la sortent traditionnellement jamais à l'extérieur sous la pleine lumière du jour pour la vendre. Ils l'exposent sur un tissu jaune qui est une couleur, comme vous le savez, sacrée en Inde. Et ils évitent vraiment de la profaner en la posant à même le sol. Donc ça prouve à quel point elle est sacrée. Et elle est vraiment encore aujourd'hui perçue comme un symbole de fertilité et d'amour. D'ailleurs, les femmes indiennes la portent en talisman pour tout ce qui est fertilité, pour avoir un enfant. Et c'est plus généralement aussi utilisé là-bas comme une pierre porte-bonheur. Voilà pour cette première destination. Et maintenant, on va pas très loin, tout est relatif, mais on va se diriger au Sri Lanka, puisque c'est là que je vous disais que on trouvait les premiers, que c'était en fait là qu'on trouvait les premiers producteurs de pierres de lune fine depuis l'Antiquité. Alors déjà au Moyen-Âge, les chroniques chinoises et arabes mentionnaient ce qu'ils appelaient les pierres rayonnantes de Ceylan. Et il y a une région en particulier au Sri Lanka qui s'appelle Mettiyaghoda, près de la côte sud-ouest, qui abrite un réseau de mines de pierres de lune exploitées depuis des siècles de manière artisanale. Donc d'ailleurs, vous pouvez vous trouver des films sur Internet où vous pouvez voir en fait justement comment les gens là-bas vont extraire la pierre de lune. En fait, ils utilisent, en fait, ils vont extraire les pierres du sol argileux. Donc, c'est une espèce de cailloux grisâtres. Et une fois que ces pierres sont taillées et polies, eh bien, on découvre ces pierres qui ont un éclat inimitable. Voilà, donc, et puis enfin, pour finir notre petit tour, nous allons en Europe. Alors là aussi, dans un temps plus contemporain, puisque, comme je vous le disais, la pierre de lune, elle a suscité un engouement dans les civilisations antiques, en Égypte aussi d'ailleurs, mais voilà, il fallait faire des choix, alors je vous ai parlé des Grecs et des Romains. Mais elle avait aussi une certaine attractivité durant le Moyen-Âge, mais elle a été vite remplacée par l'opale, voilà, qui était un petit peu plus, qui lui a volé la vedette. Et puis la pierre de lune, elle est redevenue très populaire en Europe à la fin du 19e siècle, notamment pendant le courant artistique de l'Art Nouveau. Donc là, on se situe entre 1890 et 1914. Et il y a des joailliers de renom, comme le français René Lalique, qui l'ont intégré dans leur création. Donc, on retrouve encore dans les musées, dans les collections, des pendentifs, des broches avec des cabochons de pierre de lune absolument magnifiques, entourés d'émaillés d'or, avec des motifs naturalistes comme des fées, des libellules, des fleurs de pavot. Voilà. Et puis ensuite, c'est bien sûr dans les années 60 ou 70, avec le mouvement hippie, New Age, que la pierre de lune a été remise en lumière, et notamment pour toutes ces énergies en lien avec le féminin sacré. Donc on pourrait encore voyager Alina, mais il est temps de revenir à notre sujet principal, à savoir que peut nous apporter concrètement la pierre de lune. Alors, c'est marrant parce que tu as répondu à une question que se posaient les enchanteurs sur l'opale. Donc, voilà, si tu veux lire la question tout à l'heure. Mais c'était Clan du Lac qui disait « N'y a-t-il pas confusion entre pierre de lune et opale ?» Mais en fait, tu as répondu, quoi. Mais en fait, oui, souvent on les confond. Mais ce n'est pas la même pierre.
Non. C'est pas la même Mais pierre. par contre, Ouais. elle était associée plus ou moins à l'époque du Moyen-Âge. C'est ça, ouais, à l'époque du Moyen-Âge. En fait, elles sont très proches, donc déjà visuellement, donc forcément, elles vont aussi avoir des qualités semblables. Mais oui, a fortiori, au Moyen Âge, c'est l'opale qui a été enfin, qui l'a remplacé entre guillemets dans le cœur des hommes. D'accord. Je suis vraiment poétesse ce matin. Oui, je vois ça ce matin, c'est ouf. Mais oui, je crois que c'est la fatigue en fait. Ça, c'est quand on a fait la bamboche le samedi soir. Oui, c'est ça. Voilà, voilà. Alors justement, qualité et usage en lithothérapie, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors déjà, sur le plan psychique et émotionnel, comme on l'a vu précédemment, c'est une pierre qui est associée à la féminité, à la douceur. On dit qu'elle harmonise les émotions, un peu comme la lune influence les marées. Elle va stabiliser les humeurs changeantes, elle va apaiser les réactions excessives et elle va aider à retrouver un équilibre émotionnel. Donc si vous avez besoin comment dire, de douceur, de stabilisation, c'est une pierre qui va être parfaite. Elle va aussi être tout indiquée au niveau de tout ce qui est intuition et créativité. La pierre de lune, c'est une pierre yin, féminine, réceptive. Donc elle va stimuler l'intuition et la sensibilité artistique. Elle va développer la part de féminin sacré en chacun de nous, y compris chez les hommes, parce qu'elle va aider à équilibrer un tempérament trop yang, trop masculin, et elle va apporter de la douceur, de la sensibilité. Et puis les personnes qui, dans des moments en fait de doute, où il faut prendre des décisions, eh bien, si on manque d'inspiration, de clairvoyance, on peut utiliser la pierre de lune comme une sorte de boussole intérieure. Voilà, donc elle sert aussi pour cela. Et puis, évidemment, dans tout ce qui est amour et relations, par rapport à la légende que je vous évoquais avant, on dit que c'est une pierre qui aide à l'harmonie du couple. Donc ça va aider chacun des partenaires à être en phase émotionnellement. Ça peut aussi permettre la réconciliation en cas de dispute. Donc voilà, plutôt que de vous envoyer des assiettes, envoyez-vous des pierres de lune à la figure. Et puis d'ailleurs aussi, c'est une pierre qui va aider à libérer les blocages liés à la sexualité, notamment les gens qui sont un petit peu trop cérébrales, qui ont du mal à lâcher prise. Voilà, et puis aussi, indirectement, cette pierre étant traditionnellement associée à la fertilité, à la féminité, eh bien, ça, évidemment, ça va jouer sur tout ce qui est sensualité, sur tout ce qui est amour physique. Voilà pour les principales caractéristiques de la pierre de lune sur le plan psychique et émotionnel. Donc, c'est vraiment une pierre qui va aider à accueillir les émotions sans être submergée, qui va favoriser les relations et la compréhension mutuelle. C'est une pierre qu'on va dire un petit peu maman bienveillante. Voilà. Alors, sur le plan physique et physiologique, elle a également des propriétés. Alors, notamment au niveau de tout ce qui est équilibre hormonal et santé féminine, c'est la pierre de la femme par excellence. Elle va donc réguler tout ce qui est fonctionnement hormonal et cycle menstruel. Typiquement, on peut poser une pierre directement sur le bas-ventre pour équilibrer les phases du cycle. On dit aussi que ça peut favoriser en cas de difficulté à concevoir, donc voilà. Et puis finalement, et c'est aussi d'ailleurs une pierre qui est indiquée a priori pour conserver une bonne lactation pour l'allaitement. Donc en bref, c'est une pierre qui va accompagner la femme à toutes les étapes de sa vie, de la puberté jusqu'à la ménopause, en harmonisant les hormones liées à ces transitions. Voilà, c'est pour ça qu'elle a ce surnom de pierre des déesses mères. Alors, outre le côté hormonal et... Je suis désolée, Véra, mais en fait, il est 11h03 et on est déjà en retard. Ah, pardon, oui, c'est bien que tu me le dises, Alors, je vais un petit peu accélérer. Oui. Donc, du coup, alors, vous aurez aussi des vertus dans tout ce qui est, pour tout ce qui est sphère digestive et fluide, pour tout ce qui est peau, cheveux, puisque c'est en lien aussi avec le côté hormonal, et puis surtout aussi pour le sommeil. Voilà, glisser une pierre de lune sur sa table de chevet ou sous son oreiller, eh bien, ça permettrait d'avoir un meilleur sommeil. Donc, en somme, sur le plan physique, c'est vraiment une pierre de réharmonisation globale.
Et sur le plan spirituel énergétique, c'est vraiment une pierre qui va être très utile pour éveiller sa clairvoyance. Donc on va pouvoir poser une pierre de lune au niveau de son chakra du troisième œil pour avoir des visions intérieures, pour favoriser aussi tout ce qui est rêve lucide, pour pouvoir les interpréter. Et on conseille d'ailleurs à ceux qui pratiquent les arts divinatoires de l'utiliser justement pour affiner leur clairvoyance. Voilà, et puis il y a encore d'autres effets sur le plan spirituel énergétique, mais je vais un petit peu le sauter, puis si vous voulez vraiment creuser, je vous donnerai évidemment le plan. Et justement, alors, pour avoir le plan, donc ton mail ? Oui, alors mon mail, c'est vera, V-E-R-A, radioantasia.fr. Voilà, mais oui, c'est ça. Mais voilà, tu as tout dit. Merci Isiliane. Voilà, merci Zilione de ton support. Alors, je vais juste vous parler aussi des usages pratiques. Alors, je vous ai déjà dit qu'au quotidien, vous pouvez utiliser la pierre de lune pour tout ce qui est sommeil et rêve. Vous pouvez l'utiliser aussi pour vos méditations. Voilà, vous vous allongez, vous placez la pierre sur votre front, au niveau du 6e chakra, vous respirez calmement, vous laissez ces vibrations agir. Vous pouvez aussi l'utiliser lors de moments clés et rituels, typiquement lors des phases de nouvelle lune et de pleine lune, voilà, pour les méditations que vous mèneriez. Évidemment, l'usage le plus simple, c'est de la porter en bijou, en contact direct, donc la porter en bague, en pendentif, en bracelet. C'est une pierre qui est souvent montée sur de l'argent ou de l'or blanc, parce que ces tons froids vont vraiment mettre en valeur ces reflets chatoyants. Et c'est la meilleure manière aussi, parce que finalement, elle va pouvoir diffuser son énergie douce tout au long de la journée. Également, si vous la portez en bague, notamment au niveau de la main réceptrice, donc c'est la gauche pour les droitiers, ça va vous permettre aussi de canaliser l'intuition dans chaque action quotidienne. Si vous la portez en pendentif près du chakra du cœur, ça va vous aider à favoriser tout ce qui est équilibre émotionnel. Et puis, au niveau des associations énergétiques, on n'aura pas le temps, je suis désolée Vera, c'est vraiment embêtant. Mais demandez le PDF parce que tout est dedans. Et puis ça permet aussi aux enchanteurs de te contacter pour avoir l'intégralité du plan. Je rappelle au passage, le plan fait 13 pages. Voilà, c'est pour ça en fait que du coup on a un petit peu dévissé en termes de timing. En tous les cas, voilà, c'est une pierre si vous êtes Cancer, si vous êtes Poisson, et de manière surprenante si vous êtes Capricorne, parce que les Capricornes ils sont parfois un petit peu rigides, de nature un peu rationnelle, réservée. Et bien c'est une pierre qui leur permettra de se reconnecter à leurs émotions cachées. Voilà, donc les Cancers, les Poissons et les Capricornes, c'est une pierre tout à fait indiquée pour vous. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.